C'est un plaisir pour moi de te revoir encore après tant d'années. Hein. Oui. Juste une question. Je voulais savoir si vous êtes élu aujourd'hui, quelle sera votre politique internationale? Merci. Dans mon parcours, j'ai étudié les relations internationales. Donc, je parle plus de mes expériences que des études. Ce côté anglais, les Anglais parlent plus des expériences que de leurs études. Les relations politiques à l'international, c'est multiforme. Vous savez, avant, quand on avait encore les deux blocs, quand il y avait encore la bipolarisation, la RDC avait une autre politique. Après la bipolarisation, nous avons les pays émergents, nous avons une autre politique. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais dans un avion avec certaines personnalités de notre pays où on échangeait. Il y a quelques jours, 3 jours, 4 jours, sur la situation qui prévoit actuellement entre l'Israël et la Palestine. J'ai écouté, je vais taire les noms, j'ai écouté quelqu'un de très très bien placé dans mon pays. Je sais déjà que notre pays va mal, mais j'ai compris que le pays va vraiment très mal. Parce que la personne ne comprenait même pas que nous n'étions plus à l'époque de la bipolarisation et que les choses avaient changé. Ma politique à l'international, mon approche avec chaque pays dépendra de la façon dont ce pays est avec nous. C'est ça la politique que je veux mener à l'international. Ceux qui sont bien avec nous, nous saurons comment mener notre politique avec eux. Ceux qui ne sont pas bien avec nous, nous saurons comment mener notre politique avec eux. C'est comme ça que je mènerai ma politique à l'international. Tout en, on ne va pas ignorer que la RDC a 9 pays voisins. Donc c'est déjà un problème parce que nous avons 9 pays voisins. Et la RDC a une place géostratégique particulière dans le monde. Peut-être que les gens ne le savent pas, nous ne sommes pas n'importe quel pays. Géostratégiquement, nous sommes un pays très très complexe. Au fait, on fait des guerres par procuration chez nous. Parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Quand certaines forces se battent, leur champ de bataille, c'est la RDC. La guerre économique, il n'y a pas que la guerre militaire, il y a la guerre économique, il y a plusieurs types de guerres. Donc les relations internationales, ce n'est pas seulement la diplomatie, mais c'est tout ce qui englobe la situation géostratégique, la situation économique. Donc nous aurons des approches par rapport aux relations historiques aussi que nous avons avec les gens. Par exemple, avec la Belgique, nous avons une relation historique très poussée. Avec les États-Unis, nous avons une relation historique très poussée. Avec la France, nous avons des liens. En fait, chaque relation avec chaque pays dans le monde a sa particularité. Donc, nous mettrons en place une politique internationale en adéquation avec les relations particulières que nous entretenons avec chaque pays. Voilà ce qui sera ma politique à l'international. Allez-vous tenter l'expérience, l'approchement avec le Commonwealth? Moi, je viens de l'autre côté, donc on est très intéressé pour voir. Oui, j'ai des amis dans les conservatifs avec qui on s'est rencontrés dans des réunions, dans des partis conservatifs. Comme j'ai des amis à droite, parce que moi je suis membre fondateur des Républicains. Ici en France, on parle d'ici en France. Donc, qu'on soit membre du Commonwealth ou membre de la francophonie, pour moi ça porte peu. L'important est que ce que nous faisons pour notre pays, c'est le plus important. Les alliances linguistiques, pour moi, nous avons notre langue lingala, qui est une des plus belles langues en Afrique. Ce qui m'intéresse, c'est comment le Congolais doit se développer. Parce que les gens parlent beaucoup du Congo sans parler des Congolais. Et les gens aiment beaucoup les Congos, sans aimer les Congolais.
question sur, monsieur Bonaparte, j'ai une question sur votre thématique de campagne, l'austérité. Je voudrais voir un peu plus clair. Enfin, l'idée générale, c'est de dire, je vais diminuer les salaires de nos fonctionnaires et tout ça. Les trains de vie. Les trains de vie de l'État. Mais là, on est sur un budget de 16 milliards. Ça n'existe pas. Les 16 milliards, c'est les mensonges de Nicolas Casalet. Donc, vous pensez que c'est vous mentez au président. Vous pensez que c'est beaucoup moins que ça? On paie tout. Quand vous ne pouvez rien faire avec 100 $, vous pouvez rien faire avec $1000. J'y arrive. Supposons que le budget des 16 milliards est réel. Oui. Pour un pays comme la RDC, c'est vraiment très peu de choses. Oui, c'est minime. Dans ce que vous racontez là, vous allez, avec un budget qui est insignifiant, vous allez essayer de faire de la justice sociale, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous aurez besoin de beaucoup plus d'argent que ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous clarifiez certains points de votre politique économique. C'est comment vous allez faire pour augmenter les budgets de l'État, pour amener un peu plus de croissance dans ce pays-là, la première année de votre présidence éventuelle. Merci beaucoup pour la question. Comment on va faire pour accroître notre budget national? C'est simple. J'évoquais ici tantôt, dans les plans d'austérité que nous avons mis en place, quand un magistrat, un auxiliaire de justice est bien payé, il va lutter contre la corruption. Ceux qui vont voler l'argent de l'État iront en prison, donc il n'y aura plus de récidivistes. On peut avoir même plus que 16 milliards de budget, mais cet argent-là est volé à la source. C'est un ancien gouverneur qui vous parle. Cet argent-là est volé à la source. Il y avait un pont chez nous, vous êtes des Bandaka, le pont des Bessengue, là, au marché des Bessengue. Ces ponts-là, pendant 5 ans, on changeait toujours des rubriques. Année au moment, on a pont des Bessengue. 1,5 million. Année prochaine, pont des Bossengue. 1,5 million. Année lundi, pont des Bassengue. 1,5 million. Un jour, l'argent arrive, on vient me voir, pour les mêmes ponts. Oh non, gouverneur Mbonga prend un infonaire et tout ça la ligne, tout dans ma compte. Tout ça la ligne, toute la journée, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Il va papa au Boyebi. Mon amouana, je vais traduire en français. Abonnez-moi. Il dit, madame, papa. Ngai, Nazao Beawa. Maman, nous avons que Dubaï, ils ont 50 000 $. Bon, papa, bon, ils ont été. Ah, mais bisous, tu veux qu'il faut dire, il y a 1 million. Mais la paix, il va ton enfant. Ah. Voilà, sur mon grand frère, le docteur. Abi moi, on a un poli. Avant de m'écoloter. Alors, le que il y a Boyaki. Donc, pour lui, l'impolitesse, c'est parce qu'il a refusé qu'on partage l'argent du peuple. Dès qu'il voit, vous voyez ces garçons-là, il est orgueilleux. Tout ça, c'est parce que je ne veux pas qu'on vole l'argent du pont. Si je reviens à sa question, l'argent là est là, mais c'est volé à la source. Pour aller à plus de 16 milliards, quand on va commencer à arrêter ces gens-là, la lutte contre la corruption, c'est difficile. Moi, j'ai failli être assassiné à peu près 6 fois, plusieurs tentatives d'empoisonnement, pardon. Mais on voulait que l'Équateur puisse se relever. On a fait ce qu'on pouvait faire. Alors, si les piliers de votre politique, ça va être ça, la lutte contre la corruption, quels sont les moyens que vous allez vous donner pour mener cette lutte? Les moyens, si je reviens à ce que mon frère a dit ici, c'est l'homme. Quand l'homme a sa rémunération correcte, quand l'homme est bien traité, il va donner des résultats. Il fera un travail des résultats. Vous savez que ça ne suffira pas. Si, ça suffira si les chefs lui-même... Vous savez, je vais vous dire une chose. Excusez-moi, s'il vous plaît. Quand moi j'étais gouverneur, tout le monde commençait à voler. Je les ai regardés 1 mois, le 2e mois. Vous savez qui j'ai suspendu en premier quand j'étais gouverneur? Je peux dire ma propre grande sœur, Madame Annie Bomboko, qui était maire d'Mbadaka. Je l'ai suspendue. Qui m'a vu grandir. Parce qu'un homme d'État n'a pas de cœur. Les cœurs d'un homme d'État, c'est dans sa tête. Tant que les chefs lui-même ne montrera pas l'exemple, les autres suivront.
quand j'ai commencé à dégager les liens autour de moi, à les suspendre ou à les révoquer, l'ordre était rétabli partout. Donc tout partira de mon exemple à moi-même. C'est ce que je disais tantôt en off ici avec mes frères. Si quelqu'un dit que moi j'ai pris l'argent de l'État, j'étais l'homme le plus détesté du PPRD. Donc si j'avais volé $1, ça serait une fête totale au PPRD pour venir m'arrêter. Aujourd'hui, les gens parlent de l'IGF. Mais moi, je suis le bon client de l'IGF. Chaque mois, l'IGF venait me contrôler. Pour voir si j'ai volé, pour qu'on m'arrête. Puisque l'argent qui servait au partage, hein, les butins, moi j'appelle ça les butins des guerres des parrains de la mafia, les parrains ne recevaient plus de butins. Donc ils se sont dit, donc, comme nous on n'a plus de butins, c'est que c'est cet enfant qui vole. Alors on m'a lâché, chaque mois on m'a lâché l'IGF. On trouvait toujours qu'il y avait l'argent. Les jours où je suis parti aussi, j'ai laissé l'argent dans la caisse de l'État, j'ai dit je laisse ça pour mon successeur et je suis parti. Alors, une dernière sous-question pour terminer sur ce point. Prenez le micro là. Pardon. Parce que c'est un point important, cette question de la corruption. Il faut s'en donner vraiment les moyens. Une dernière sous-question. Bon, vous le savez bien, il y a des réseaux très organisés au sein de l'État. Oui. Les classiques. Et je le sais très bien. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Oui. Et si demain, le peuple vous accordait son suffrage, oui, la lutte, ça serait contre ces réseaux-là, qui sont oui, bien organisés aussi pour s'opposer à la politique du chef de l'État. Monsieur Tshisekedi en fait l'expérience aujourd'hui. Oui. Alors, je vous donne une ouverture. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'IGF, telle qu'elle fonctionne, c'est satisfaisant? Ou bien il faudrait une autre organisation se donner d'autres moyens pour lutter plus efficacement contre la corruption qui est vraiment installée au cœur de l'État, dans les entreprises publiques. Bon, l'IGF a trouvé le pays tel qu'il est. Le président Félix Tshisekedi a trouvé le pays tel qu'il est. Chacun de nous a son approche distincte devant une situation. Moi, j'ai ma vision à moi pour éradiquer la corruption dans les pays. Je l'avais expérimenté à l'Équateur, ça a marché, mais là, je n'avais pas les grands pouvoirs de décision. Mais en tant que chef d'État, j'aurais plus de pouvoirs de décision. Moi, je pense que les jours où je suis élu, vous n'aurez même plus besoin de ces gens, parce que certains vont se pendre. Ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas me corrompre, ou on ne va pas se partager les butins. Ils vont se suicider eux-mêmes. Ou d'autres iront en exil eux-mêmes. Pas que pour des raisons politiques. Parce que l'ordre va être rétabli sans forcing. C'est l'autorité qui incarne le respect. L'ordre sera rétabli sans forcing. Croyez-moi que la situation va changer. Nous allons dans une élection pour gagner ou pour perdre. Parce que je vois tout le monde va aux élections. Non, je vais gagner, je vais gagner. Moi, je vais toujours dans les deux sens. Je peux gagner comme je peux perdre. Au cas où nous gagnons, nous mettrons ça en place. Au cas où nous perdons, dans la semaine qui suit, je suis en train de proposer la charte de l'austérité à tous les candidats. La première des conditions, d'ailleurs, condition sine qua non, si demain on va faire une alliance ou on va faire des pourparlers, dans un cas ou dans un autre, ou ceux qui voudront bien venir dans mon camp, si le président Tshisekedi vient me soutenir, il est le bienvenu. Si le gouverneur Katouri vient me soutenir, il est le bienvenu. Dans les deux sens, hein, dans l'inverse, on ne va pas seulement penser dans un sens, si demain je dois les soutenir, on se connaît. Si demain je vais soutenir l'autre camp, on se connaît nous tous. Mais on doit d'abord commencer par signer la charte d'austérité. Ce qui est très important, c'est ce que notre peuple veut aujourd'hui. Je vous remercie. Ok. Monsieur le gouverneur, vous venez bien dire, monsieur. Je reviens toujours sur l'Équateur. J'ai eu à vous recevoir, monsieur Léonard, dans une de mes émissions, oui, où vous étiez candidat aux élections présidentielles.
c'est qu'il y a eu d'être parti à l'Équateur. En vous entendre parler à l'Équateur, il y avait les anciens qui étaient là, c'était tous de mauvais. Il y avait personne qui était bon. Quels anciens? Je parle. Quels anciens? Les anciens. Parce que vous Les avez... anciens gouverneurs. Non, les anciens. Je parle des anciens. Quand on parle des anciens, on dit les Biaka, les Paka, Oui. l'Équateur. À chaque fois que vous appelez, c'était juste pour demander. Donc, il n'y avait pas des anciens, le Paka, le Biaka, qui vous donnaient conseil. Apparemment, ils demandaient pour l'argent. Donc, il y avait, dans tous ces grands-là, c'est vous le nec le plus de travail. C'est vous, la Sainte Vierge qui touche. Vous m'avez pas bien C'est suivi. très important. Quand vous parlez, m'avez je suis pas- arrivé là-bas, alors on a besoin d'éclaircissement. C'est très Non, important. vous m'avez pas Je bien suis arrivé à l'Équateur, Oui. gouverneur, j'ai trouvé que Papa Nazo, tout ça, on vous entend, on vous écoute. Ça, c'est la première. La deuxième, aujourd'hui, la CENI vous accorde, votre candidature est acceptée. Oui. Comme d'autres, il y a eu des photocopies, voilà, la CENI, magnifique. Si demain, on vous dit que non, monsieur, désolé, vous avez échoué, vous allez aussi accompagner la CENI. Juste une dernière, on nous parle de la justice de traitement par rapport aux militaires que le ministre est censé vous donner. Est-ce que vous êtes aussi victime de ça? Apparemment, on devait vous donner des militaires pour vous accompagner pour votre sécurité. Est-ce que vous êtes aussi victime? Non, moi je ne suis pas victime d'ailleurs. Je commence par la question, je vais remonter. Je ne suis pas victime d'ailleurs. Je venais d'écrire au vice-ministre de l'Intérieur pour lui dire que sur les 26 candidats, on donne 25 policiers à chacun. Donc il fait 650 policiers. Qui les affectent dans des quartiers où il y a des colonnes où il y a des voyous, on n'a pas besoin de ça. Le Congo n'est pas un pays rouge, comme à Damas, comme en Afghanistan, où on tue les politiques. Ce sont les quartiers où les colonnes service qui ont besoin de ces policiers-là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous tous, en Guévé, nous vivons au moins dans des quartiers sécurisés. Donc, nous ne sommes pas victimes des colonnes. Moi, je suis ici, nous sommes à la gare du Nord, où les politiciens fuient. Pourquoi moi, je n'ai pas fui? Alors, juste quand on donne aux autres candidats, Oui. le 25 policiers, le Jeep, les carburants et la ration, si vous voulez, et les autres n'ont pas, comment vous jugez ça? Vous, parce que c'est de votre volonté. Oui, mais les autres n'ont qu'à faire une demande officielle. Après, on vous donne. Moi, j'ai dit au ministre de l'Intérieur que j'en avais pas besoin qu'ils prennent les policiers mis pour ma sécurité et les mettent dans les quartiers où les colonnes à service. Ils ont besoin de ça. De toute façon, c'est dans la Constitution. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Alors, moi, c'est comme ça. Sur l'Équateur, non, on n'a pas généralisé. On parle de la mafia. On n'a pas généralisé tous les anciens. En Italie, tous les Italiens ne sont pas des mafieux. Il y a aussi des Italiens bien. Donc il fallait vraiment que vous sachiez ça. Il y a des Italiens bien. Moi, je parle que de la pègre qui sévit à l'Équateur, qui a mis cette province par terre. Si cette mafia n'était pas là, aujourd'hui l'Équateur aurait eu des routes. Aujourd'hui l'Équateur aurait eu l'eau courante. Aujourd'hui l'Équateur aurait eu l'électricité. N'oublions pas que, même si on ne parle pas du tribalisme, mais notre clan, en guillemets, a dirigé ce pays pendant 31 ans. 31 ans, 6 mois et 7 jours. Exactement. Aujourd'hui, gouverneur, vous n'avez pas pu vraiment réaliser vos projets à l'Équateur. Oui. Parce que il y a eu, comment vous appelez? La pègre de la mafia. Voilà, la mafia. Oui. Comment allons-nous faire? Gouverneur, vous n'avez pas pu parce qu'il y a Oui. pègre la mafia. Mais quand vous êtes... Comment allons-nous faire aujourd'hui, président Bolama? Qu'est-ce qui va se passer? Mais quand vous êtes président, vous avez les bâtons des commandements. Le gouverneur n'a pas tous les pouvoirs. Le président a tous les pouvoirs. De sanctionner. Donc c'est différent. Un gouverneur n'est pas un président de la République. La mafia va changer. Non, la mafia va changer d'elle-même parce qu'il y aura les bâtons des commandements général qui sera là. Monsieur le gouverneur, la RDC porte l'épithète de pays en guerre depuis 1997. Oui. Et aujourd'hui, l'une des plus grandes préoccupations des Congolais, c'est la sécurité, la dignité et leur respect. Nous avons un pays voisin que tout le monde connaît, qui s'appelle le Rwanda, qui ne veut pas de la paix chez nous. C'est des millions de morts. C'est des rigoles de sang qui coulent tous les jours. C'est des larmes qui n'arrivent pas de sécher.
Et je pense qu'avant tous les chiffres et toutes les autres prévisions, le Congolais veut d'abord sa sécurité et sa dignité établie. Est-ce que cela est votre priorité? Et comment pouvons-nous faire? Comment allons-nous vivre avec tous ces pays agresseurs qui nous piétinent depuis autant d'années et sans que nous puissions nous-mêmes parfois prendre conscience de cela? Parce que nous sommes animalisés à un point tel que nous nous sommes habitués, nous avons accepté le mal. Est-ce qu'il est possible encore qu'on puisse se relever et vivre la tête haute dans la sécurité dans notre pays? Merci beaucoup pour votre question. J'appelle ça vos inquiétudes. Vous savez, dans les plans, je reviens toujours sur l'austérité. Dans les plans de l'austérité, dans ces plans-là que nous mettons en place, quand on parle des répartitions des richesses, l'armée aussi est concernée. Il faut équiper l'armée. Il faut avoir une armée dissuasive. Je n'entrerai pas trop dans la question de l'armée ici, parce que j'avais promis, en tant qu'homme d'État, vu que nous allons aux élections dans une situation particulière où nous avons les M23 qui occupent une partie de l'Est, donc pour évoquer tout ce qui est situation militaire, je ne peux l'évoquer qu'avec le chef de l'État. Parce que c'est lui le commandant suprême de l'armée. Le chef de l'État, le président Tshisekedi qui est candidat aussi, mais il reste le chef de l'État jusqu'à la remise et reprise quand je vais gagner. Raison pour laquelle, pour être bref, je sais que vous venez de dire, lorsque nous mettrons en place notre plan d'austérité, on aura assez de moyens pour équiper notre armée, une armée équipée et formée et dissuasive. Donc, même ceux qui attaquent les Congos sauront que, ah, attention, là-bas, ils ont une armée. Nous ne pouvons pas continuer nos aventures parce que maintenant, ils ont une armée. Donc, tout tournera autour de ça. Ça fait 2 fois, excuse-moi, ça fait 2 fois que vous me répondez par l'austérité. Oui. Vous avez l'occasion aujourd'hui de parler de cette austérité. En quelques mots, qu'on comprenne plus ou moins. Parce que quand vous me dites que c'est l'austérité qui va permettre tout ça, faire moins de dépenses pour investir ailleurs. En quelques mots. Donc, la première des dépenses qu'on va baisser, ce sont les salaires des députés, des membres du gouvernement et des gens au Congo. Hein. Moi, je connais un Congolais que j'ai vu sur Internet. On va parler de ça après. Il est PCA de telle société. Il est membre du conseil d'administration. Il a au moins 4 ou 5 sociétés. À lui seul, son salaire mensuel, c'est à peu près 400 000 $. Il est plus congolais que tous les Congolais. Il n'y aura plus de cumul comme ça. Il n'y en aura plus. Il faut éviter ça. Parce que ça ruine les pays. Les Congolais là, qui reçoivent approximativement 400 000 $ le mois, parce qu'il est PCA ici, il est membre du conseil d'administration ici, si on lui donne que 4 000, on va épargner combien? À peu près 396 000 $. 396 000 $. Vous savez ce qu'on peut faire avec pour l'armée? On peut faire certaines bonnes choses pour l'armée. Vous savez si ça va payer combien de salaires des soldats? Ça va augmenter combien de salaires des soldats? Donc tout partira de là. La chaîne de répartition des richesses. Baisser les salaires de ceux qui gagnent beaucoup pour rétablir l'ordre social et créer d'ailleurs la classe moyenne. Parce que chez nous, la classe moyenne n'existait pas. Il y a les riches et les pauvres. Donc on va créer une classe. La classe moyenne en Europe ici, c'est quoi? C'est la classe de consommation. C'est la classe moyenne qui consomme. Mais chez nous, il n'y a que 10% des gens qui ont l'argent. Et la classe moyenne n'existait pas, d'où il y a la pauvreté, parce que la société de consommation n'existait pas. Donc, voilà. Nous ne savons pas me dire, j'étais un président africain. Quand j'essaie de comprendre ce que vous voulez dire par votre programme d'austérité, oui. En fait, j'ai l'impression que vous voulez être une version, on va dire, angélique de M. Kagame, sauf que le Rwanda, c'est un petit pays, et la RDC, c'est un continent à lui tout seul. Est-ce que si cela arrivait, si vous êtes président, vous n'allez pas avoir beaucoup d'ennemis qui n'ont aucun intérêt à ce que la RDC sorte de ce marasme dans lequel ils se trouvent depuis des années? Et puis l'autre question,
comment expliquez-vous que, alors qu'on se mobilise beaucoup pour le conflit israélo-palestinien, comment expliquez-vous que depuis des années, la RDC peine à faire entendre au monde qu'il y a un génocide qui se passe depuis des années en RDC? Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Merci beaucoup, Madame Guéqui, pour ça. Le président Paul Kagame, c'est un président africain. Il a sa façon de gérer son pays. Et le Congo aussi, c'est un autre pays. Donc moi, je n'évoquerai pas le sujet d'un président africain qui a son pays. Nonobstant que l'on dise qu'on a beaucoup de différends avec son pays, que mon pays a des différends avec son pays. Ça, c'est des un. Et des deux, vous venez de nous dire qu'on a parlé de génocide, mais ce qui se passe au Congo, on n'en parle pas. Parce que nous n'avons pas un bon lobby pour le Congo. Je vous parle de quelque chose de très récent. Je me retrouve à Washington, là, au mois, l'année passée. Par mes réseaux, je tombe sur les rapports du groupe d'experts de l'ONU. Ce que j'ai dit, vous l'aurez sur Internet, il y a là. Quelques temps après, on publie des rapports partiels de ces groupes d'experts. Je vois notre ministre des Communications écrire « Ah, la vérité a fini par triompher. Les groupes d'experts viennent de condamner le Rwanda pour son soutien au M23. » Moi, je suis à Washington. Moi, je l'appelle. Il ne m'a pas décroché. Il n'a pas décroché le téléphone. Après, je lui fais un tweet. Et monsieur le ministre, vous n'avez pas lu les rapports. Dans les mêmes rapports, on accuse notre armée de soutenir le FDLR. Directement, j'ai fait une interview depuis que je suis depuis Washington, où j'ai dit que notre armée a toujours été une armée disciplinée. Les seules fois que notre armée s'est battue à l'extérieur, c'était sur l'égide des Nations Unies ou de l'Union africaine officiellement. Donc nous n'avons pas de lien avec le FDLR. Mais comme les rapports des experts de l'ONU nous accusent, je demande à notre ministre des Affaires étrangères de Tundula et à notre ministre de la Communication, Mouya Yakela, de nier publiquement et de rejeter ce dont on nous accuse. Cela ne s'est pas fait. Dans la même interview, ce que j'ai dit, c'est là. Tout le monde peut trouver ça. Je leur dis, de toute façon, comme les groupes d'experts nous accusent, nous, de soutenir, nous, le Congo, de soutenir les FDLR, accusent les Rwandais de soutenir les M23, la seule chose qui nous reste, on doit parler un dialogue direct avec les Rwandais pour lever toute soupçon et équivoque de part et d'autre. 2 semaines après, le secrétaire d'État Anthony Blinken est venu chez nous. Il a rencontré les chefs de l'État. Après, il est parti au Rwanda rencontrer le président Kagame. À sa sortie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut que les 2 pays cessent de soutenir les groupes armés. Pourquoi mon pays n'a pas suivi ce que j'avais dit un mois avant? Alors que les secrétaires d'État est venu dire ça après. Actuellement, on nous accuse de soutenir le FDLR. On accuse le Rwanda de soutenir le M23. La seule solution, on va dialoguer. Si on ne parle pas trop du Congo, parce qu'on n'a pas un bon système de lobbying, les autres font les lobbying pour leur pays. Nous, on ne fait pas les lobbying pour notre pays. Pour expliquer réellement ce qui se passe. Nous n'entrons pas dans les détails ici. Il arrive que je sois dans des échanges avec certaines personnalités dans le monde où j'explique exactement la situation de mon pays. C'est que moi je connais, parce que je suis une ancienne autorité. Notre lobbying n'est pas fort. Raison pour laquelle on joue avec nous. Les autres ont un lobbying très fort, raison pour laquelle, quand il y a des sanctions à prendre, ils sont épargnés. Les autres pays. Mais dans tout ça, dans la situation que nous traversons, nous devons privilégier les dialogues.
Nous devons privilégier le dialogue parce qu'il y a des morts pour rien, pour des incompréhensions. Vous savez, dans le monde, moi je parle du concept, moi je ne vis pas toujours pour la raison, je vis des fois pour la compréhension. Il y a quelqu'un qui peut là, vous insulte, la personne vous insulte, vous la regardez, vous la comprenez, même si vous avez raison. Mais vous comprenez. La guerre qui se passe chez nous, est-ce que nous avons compris les pourquoi? Nous n'avons pas signé des accords qu'on n'a pas respectés. N'avons-nous pas dit des choses ou promis des choses que nous n'avons pas respectées? Moi, je n'aime pas condamner quelqu'un directement sans comprendre le pourquoi, quand, du pourquoi. Quand je ne comprends pas les pourquoi des quand du pourquoi, je me pose toujours des questions à moi-même et je me donne des réponses à moi-même avant que l'on ne me dise par d'autres canaux. Moi-même, j'aime avoir ma situation, la carte de la situation en main. Je sais qu'il y a eu, ça fait depuis 96, 96 maintenant qu'il y a la guerre à l'Est et qu'il y a beaucoup de morts. Je suis pertinemment conscient. Quand les autres sont partis à Nairobi, les groupes armés avec les gouvernements, à Nairobi ici, je parle d'un passé récent ici, avant que les M23 ne déclenchent la guerre. Ils sont partis. La guerre, les négociations ont commencé avec les groupes armés. Moi, j'ai fait une tribune, j'ai dit, mais vous allez parler avec les groupes armés. Vous allez parler avec quels groupes armés? Parce que la situation des groupes armés en RDC est multiforme. Nous avons les groupes armés qui, soi-disant, défendent les pays. Nous avons les groupes armés liés aux rebelles qui attaquent les pays. Maintenant, vous allez parler avec qui et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme d'État n'est pas là pour critiquer les mots. Un homme d'État est là pour préparer les mots. Quand notre équipe des négociateurs est arrivée à Nairobi, je pense qu'on est arrivé le même jour à Nairobi. Mais moi, j'allais pour mes affaires personnelles ou j'allais au safari, quelque chose comme ça. On m'a demandé si j'étais bien avec l'équipe des négociateurs. Moi, j'ai dit non, je ne suis pas concerné, je voyage pour moi-même. Je regarde à la télé, j'ai vu que notre représentant du président de la République, on a chassé les membres du M23 de la salle des pourparlers. J'étais avec des amis proches, je leur ai dit, ah, je pense que le M23 a obtenu ce qu'il voulait. Il voulait qu'on la chasse pour qu'il revienne. Parce qu'en 2014, on a fait la guerre avec les M23, on s'est arrêté en 2012. 2014, je suis reçu par Madame Barbara Nzibi dans une interview. Elle me pose la question. Elle dit, maintenant que le M23 est derrière nous, qu'allons-nous faire? Moi, je lui dis, Madame Nzibi, le M23 n'est pas derrière nous. Le M23 va revenir. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Quand on sort de la guerre du M23, je voulais montrer à Madame Dieki, quand on sort de la guerre de 2014, je savais que le M23 qui est parti en exil, tout ça dans d'autres pays, allait toujours se reconstituer. Gagner une guerre, c'est très facile. Mais rétablir la paix, c'est très difficile. On peut gagner une guerre sans rétablir la paix. En 2012, nous avons gagné une guerre, mais nous n'avons pas su rétablir la paix. Dès que la guerre était finie, j'ai demandé qu'on mette M23 dans la liste des terroristes pour empêcher que les pays qui les soutiennent puissent soutenir un groupe terroriste. Mais est-ce que notre gouvernement l'a fait? Non. Raison pour laquelle nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui.
Certains, si je dis que le président Tshisekedi n'a hérité que d'une situation, on va dire, ah, tu es pour lui. Finalement, moi, je ne sais pas si je suis pour qui. Hein. Parce que quand on voulait fabriquer la loi des pères et des mères pour écarter certains candidats, moi, j'étais contre. Parce que je l'avais dit, nous avons 9 voisins. Dans chaque famille au Congo, il y a déjà un métis. Le métissage, ce n'est pas seulement les couleurs blanches, comme mon cousin est là. Le métissage, c'est 2 pays. Moi, je n'ai pas honte de dire, bon, mon épouse est du Congo-Brazzaville. Moitié. Je n'en cache pas. Si je dis que le président Tshisekedi a hérité d'une situation, on va dire que je suis pour lui. Si je dis que la loi des pères et des mères que vous voulez faire, vous voulez balkaniser les pays, ah, il soutient le gouverneur Katumbi. Bon, finalement, je soutiens qui? Parce que les gens n'ont pas d'argument. Quand les gens manquent d'arguments, ils sont dans l'affective. Ce que nous vivons aujourd'hui, madame, c'est une situation héritée. On ne sait pas quelles alliances Abdel avait fait quand ils ont chassé les maréchals Mobutu. Mais nous payons les prix. Si vous voulez connaître la problématique même du M23, remontons à l'alliance qui a chassé le président Mobutu. Comment les alliances ont été faites? Quelles sont les promesses qui se sont faites? Le président Tshisekedi a hérité malheureusement de cette situation. Je sais que demain ils vont écrire dans les journaux, ah, bah, c'est un bon. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. C'est le cas. C'est le cas. Je ne suis pas un homme d'argent. Je suis un homme de conviction. C'est une question. On a besoin d'argent pour vivre, mais je n'en fais pas une obsession. Ce n'est pas une obsession pour moi. Bima bitu mwesanga kiese mazono. No beti kutu service. Imambo makana wansiku mazono.